Bonjour Adnan Azam, Bonjour, je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. au plaisir. Je suis né à 18 km de Souaïda, dans mon village natal, qui s'appelle Al-Douira. Al-Douira. C'est loin de la côte? Nous sommes complètement dans le sud, Oui. c'est-à-dire il y a 500 km de la côte. Ouais. Dans les terres? Dans la terre, dans la montagne, à la montagne, vraiment. Nous sommes à 1800 mètres d'altitude. Notre montagne est parmi les plus hauts, parce qu'on est à côté de Golan. Le fameux Golan. Le fameux Golan, absolument. On en reparlera. Ah oui. Vous avez fait des études de droit à Damas. Mhm. Vous vous lancez dans un des plus longs voyages à cheval au monde, de 1982 à 86. Exactement, 1300 jours à cheval. Et votre but, c'est de faire connaître le monde arabe Partager aux Occidentaux. et connaître le monde occidental. Et ce monde arabe qui est finalement assez méconnu. Mal connu, Mhm. exprès. On va en reparler également. En 1986, vous vous installez à Paris pour être journaliste dans le domaine de la politique, une de vos passions. Et vous gérez l'association que vous avez fondée qui s'appelle Marche des Valeurs. C'est ça? Exactement, je me suis installé à Paris en 1986 et je me suis tout de suite lancé dans la vie économique pour vivre et tout ça. Et puis j'ai immédiatement créé cette association. Comme j'étais dans le quartier Guy Môquet, à côté de métro Guy Môquet, au 234 rue Championnet, on a appelé l'association Village Guy Môquet. Et c'était vraiment entre quelques personnes qui vivent à quelques mètres de station de métro. Mhm. Et puis quelques années plus tard, c'est-à-dire 2-3 ans, on a changé le nom, c'est devenu Paris Village. Ce n'est plus Village Guy Môquet, c'est-à-dire ça y est là, c'est Paris. Et puis après, on a changé le nom encore. C'était en 2003 quand il y avait les émeutes de 93. On l'appelait la marche des valeurs parce qu'on a commencé à organiser de marches 2004, 2005, 2006. Et puis après, on l'a appelé la France qui marche. Là, ça devient plus politique parce que je me suis dit, il faut absolument que les milliers des immigrés, enfin moi j'appelle ça jamais immigrés, les Français, les nouveaux Français qui vivent en France, il faut absolument qu'ils deviennent politiques, c'est-à-dire qu'ils votent, qu'ils se présentent, qui travaillent dans la politique, c'est-à-dire qu'ils deviennent élus à la mairie, à l'Assemblée nationale, au Sénat, qui devient ministre. J'étais en fait en 94, le premier Français d'origine arabe, ou le premier arabe naturalisé français, à se présenter aux élections législatives dans la 19e circonscription de Paris, en 94, exactement. Ouais. Et pour vous, c'est une des meilleures façons de s'intégrer finalement? Si on fait pas la politique dans un pays, on reste superficiel. On connaît pas tout. La politique nous permet de tout connaître. Quand on fait la politique, on connaît le sport, on connaît le commerce, on connaît la culture. La politique, c'est vraiment le sommet en fait, la vibration de l'âme d'un peuple. Sinon, on reste juste sur la surface. La politique, on rentre à l'intérieur des gens. Voilà, c'est l'engagement. C'est l'engagement la plus sacrée. Pour vous, c'est participer à la vie du pays. Exactement. Vous avez écrit à ce moment-là 2 livres et tourné 3 films documentaires. Aujourd'hui, je suis à ce livre-là, Quand l'arabe s'éveillera. Oui. C'est mon 11e livre. Très bien. Absolument. En 2009, chapeau, vous êtes fait chevalier de l'Ordre national du mérite. Exactement, par monsieur Bernard Bajolet. Celui qui a donné l'accord, c'est le président de la République, c'était monsieur Chirac, qui Dieu bénisse son âme. Et celui qui est venu pour me mettre la décoration au Sénat, à la salle René Coty, c'est Bernard Bajolet. Il était coordinateur national de renseignement à l'Élysée. 2 ans plus tard, en 2011, la guerre en Syrie
commence. Mhm. Et vous retournez vivre dans ce pays qui vous tient évidemment à cœur, c'est le vôtre, auprès du peuple qui souffre. Là, en 6 ans, vous écrivez d'ailleurs 8 livres et vous tournez un film documentaire en 2017 Exactement. qui vous permet de faire une tournée internationale pour informer le public sur les réalités de ce conflit en Syrie. On va reparler de la Syrie parce qu'en fait, souvent, il y a une certaine désinformation, on va le dire comme ça. Mhm. Je suis parti en 2011 parce que ça faisait 25 ans non-stop que je suis en France. Mhm. Par naïveté, je voulais absolument être un citoyen français parce que je crus à la France. Mhm. Parce que quand on dit liberté, égalité, fraternité, démocratie, tout ça, c'est très bon. Bien sûr. Et en 2011, je me suis rendu compte que la France était une colonie pour un État profond. Je sais pas laquelle, je veux pas faire comme les autres, mais bon. Et les Français, qu'ils soient un ministre, au président de la République, aux journalistes, ce sont que des pions qui travaillent pour les autres. Et j'ai compris que celui qui mène la guerre contre la Syrie, c'est le monde occidental qui utilise le mot démocratie comme un tremblin juste pour casser la Syrie. Et bien sûr, leurs soldats, leurs pions, leurs mercenaires sont toujours les terroristes, les intégristes, l'islam politique, qui est l'ennemi numéro 1 de la religion musulmane. La religion musulmane est totalement en dehors de leur criminologie. La religion musulmane ne ressemble absolument à rien à Daesh, ni Al-Qaïda, ni Al-Nusra, ni tous ces fanatiques qui sont fabriqués par les services de renseignement américains et sionistes. Vous pourriez nous rappeler le contexte du conflit de 2011 ? Le conflit de 2011, je préfère, pour les gens qui écoutent, que j'ai fait une toute petite introduction pour savoir comment on est arrivé là. Bien sûr. En fait, je vais prendre un tout petit morceau de l'histoire. La Syrie n'est pas très loin d'ici. Si maintenant tu quittes cet appartement et tu vas vers le sud, vers Marseille, quand tu arrives à Marseille, tu prends un bateau et tu vas vers l'est. Tu tombes directement dans la ville de Latakia, en Syrie. La Syrie, en fait, la côte syrienne, il fait presque 400, 500 kilomètres. C'est énorme. La Syrie, il fait carrément toute le partie est de bassin Méditerranée. Parce qu'avant, il n'y avait pas Palestine, Liban, Syrie. C'était tous un seul pays. Donc, géographiquement parlant, la Syrie n'est pas très loin d'ici. La Syrie, c'est un pays millénaire. Les habitants de la Syrie font partie de toutes ces populations qui ont vécu depuis la première trace qu'on a de preuves, depuis les Sumériens, en Irak, c'est-à-dire 7000 ans avant Jésus-Christ. Et moi, je vais commencer par 2500, tout simplement. 2500, les Perses envahissent la Syrie, l'Empire perse. C'est-à-dire nos voisins, parce que juste l'Iran, absolument. Quand tu quittes la Syrie, au bout de 700 km, tu arrives en Iran. Donc c'est vraiment juste à côté. Donc ils ont envahi la Syrie. Et ils sont restés 200 ans. Tout est devenu en langue perse. L'administration, les gens, etc. L'armée, tout est... Donc c'est une véritable occupation. Donc 1500, 200 ans, on est en 2300. 2300, c'est Alexandre, le Grand, qui vient avec son armée grecque, et il chasse les Iraniens, les Perses,
ils s'installent à leur place. Alexandre, il a apporté énormément de choses. Aujourd'hui, si tu vas en Syrie, tu vas trouver des milliers de maisons grecques, Oui. des théâtres, des monuments historiques magnifiques, sublimes, carrément, avec des fresques dans ma région natale, à Souaïda, à Shahba. Tu as l'impression que tu es à Athènes. Et puis l'armée d'Alexandre et les Grecs, ils sont restés jusqu'à 50 avant Jésus-Christ. En 50, c'est les Romains qui arrivent. Ils chassent les Grecs, ils s'installent à leur place. Et ils restent jusqu'à 600 après Jésus-Christ. J'essaye de dire les choses d'une manière approximative, si jamais il y a un historien qui veut dire « Oh non, monsieur Hazam, il a dit des bêtises ». Donc, dans les grands axes. Voilà, je donne les grands axes. Je connais par cœur tout, mais les gens qui écoutent, ils sont pas forcément des historiens, donc il faut rester un petit peu dans la généralité. Oui. Et donc, 600 après Jésus-Christ, c'est l'islam qui arrive de la Mecque, de la Médine, et puis le premier État arabe, l'État des Umayyads, s'installe. Donc, les Romains ils sont chassés, l'État des Umayyads s'installe, il commence à grandir, et il arrive jusqu'à l'Espagne, jusqu'à l'Andalousie, il traverse les frontières de l'Espagne, et puis ils arrivent jusqu'au Poitiers, ils s'installent à Poitiers, et le premier cavalier de reconnaissance de l'armée arabe arrive jusqu'à Tours, jusqu'à côté de Paris. Et ça, c'est tous les documents historiques le prouvent. Et ça dure jusqu'à 1412 ou 92, je pense, 1400. C'est la fin de la règne arabe. Mais avant 1412, pendant que l'État arabe était encore en Andalousie, il y avait l'invasion des croisés. Il y avait des problèmes économiques en Europe. On a inventé l'histoire de la religion. On a dit aux Européens, il faut aller libérer l'église de Nativité des mains de musulmans. Donc, le croisé, c'est en 1095. Ils sont partis là-bas, ils sont restés 250 ans. Ils ont fait le pire de massacre de l'histoire. Quand ils sont arrivés à la frontière de la Syrie, à Antioche, la capitale de chrétienté en Orient, ils mettaient les enfants sur le proche pour le cuisiner, pour le cuire et le dévorer. 250 ans, ils sont restés en Orient. Donc tu vois, la Syrie, ils changent des envahisseurs successifs. Après, les croisés ils sont partis, et il y a l'Empire ottoman qui arrive. L'Empire ottoman, il arrive en 1517. Il reste jusque 1918, la fin de la Première Guerre mondiale. L'Empire ottoman, il est chassé, et puis c'est les Anglais et les Français qui remplacent l'Empire ottoman dans le monde arabe. La Syrie était sous mandat français. On reste jusqu'à 1946. Donc, ce qu'on appelle l'indépendance. Mais ce n'est qu'une indépendance fantôme. Théorique. Parce que depuis 1946 jusqu'à aujourd'hui, tous les présidents qui sont venus au pouvoir, ils sont nommés soit par l'ambassade de Grande-Bretagne, soit par l'ambassade de Washington, d'Amérique, soit l'ambassade de France, soit l'ambassade de Russie. Il n'y a jamais eu un président qui était vraiment qui est arrivé au pouvoir par la volonté populaire des Syriens. Pas de président élu démocratiquement. Il n'y a jamais eu un président. Bon, et tous ces présidents, plus ou moins, ils étaient je veux dire, nationalistes ou pas. Moi,
je suis presque grandi avec le président Hafez al-Assad, qui a pris le pouvoir en 1970. 70, moi j'avais 12 ans. Un an avant l'arrivée au pouvoir du président Hafez al-Assad, en 1969, j'étais en dernière année de l'école élémentaire dans mon village, et j'ai senti le malaise, c'est-à-dire de ne pas avoir un pays progressé, parce que je suis né dans un village où on n'avait pas de l'électricité, on n'avait pas de l'eau, on n'avait pas de route. C'était absolument encore comme dans le Moyen-Âge. C'est-à-dire, on n'a pas entendu parler de la révolution industrielle qui s'est passée en Europe 300 ans avant. L'Empire ottoman a complètement mis le monde arabe en dehors de l'histoire. Et donc, en 1969, je me rappelle, j'étais en train de lire dans mon livre d'histoire, dans le manuel scolaire, sur un prince syrien dans les années 1700 qui s'appelle Fakhreddin. Et puis je lis dans ce livre, il était un prince, il a régné avec justice, il était éclairé, il a combattu l'Empire ottoman, il a rendu la Syrie riche en miel, en soie, en huile d'olive. Et moi, je prends le livre comme ça dans mes bras et je dis, je dois devenir président de la République pour rendre la Syrie riche en miel et en soie, en huile d'olive. Donc un an après, il y a le président Assad qui arrive. C'est vrai, je dois dire la vérité. Pour moi, le président Assad, il a apporté énormément de choses pour la Syrie. Tout de suite, on a vu l'eau qui arrive dans les maisons, dans les villages. On a vu des routes goudronnées. On a vu des hôpitaux. On a vu des institutions, l'Assemblée nationale, des syndicats, l'enseignement totalement gratuit de première année jusqu'à dernière année. Il a à peine régné 9 ans, c'est-à-dire jusqu'à 1979. Les frères musulmans, les salafistes, les takfiristes, il y a des gens qui aiment pas qu'on dise salafistes, parce que ça signifiait que les gens qui étaient avec le prophète Mohammed. Mais je préfère dire les terroristes, les takfiristes, les extrémistes, ils ont commencé tout de suite à mener des guerres contre le président Hafez al-Assad, sous prétexte qu'il est alawite, et il n'est pas musulman sunnite. En fait, c'est lui qui a aidé le président Hafez al-Assad à prendre le pouvoir, c'est-à-dire l'Occident. Il lui a envoyé les extrémistes qui sont aussi créés par l'Occident pour que se bagarre, pour que la Syrie reste toujours dans le conflit. Le chaos. Dans le chaos. Et à qui profite la crime? Et bien entendu, la crime profite à la création d'Israël, qui a commencé en 1917, en 1948, en 1967, en 1973, en 2000 et jusqu'à maintenant. Ces dates que je viens de citer, ce sont les guerres successives entre Israël et le monde arabe. Voilà. Et donc depuis 1979 jusqu'à la fin de règne du président Hafez al-Assad, finalement, il a arrêté de développer la Syrie. Elle faisait que juste résister aux attaques des extrémistes des frères musulmans. Et c'est pour ça la Syrie restait plus ou moins, je veux dire, freinée. Elle était dans un état juste de survivre. Elle était fragilisée? Fragilisée, absolument. Hafez al-Assad est disparu. Il y a son fils qui a pris le pouvoir. Son fils qui était médecin, ophtalmologue, absolument. Le grand frère est absolument. Dans un accident de voiture. Exactement. Donc il ne devait pas régner au départ. Il ne devait pas régner au départ. Ce sont les ministres syriens, sunnites et pas alaouites, qui ont insisté pour que le fils devienne président, après la mort de son père. Il a régné, il a commencé à moderniser le pays. Là aussi,
les soi-disant opposants, ils ont commencé à le déstabiliser. Et bien entendu, lui-même, il n'était pas très futé pour vraiment pour résister. Donc la Syrie, à nouveau, commence à être fragilisée. Mais si je prends une date, en 2011, et si je veux être extrêmement juste, en 2011, la Syrie n'avait pas un centime de dette. Le peuple syrien vivait confortablement. Ils ont commencé à avoir des maisons, une voiture, passer de vacances, et ça, on n'a jamais vu ça dans ma génération en Syrie. Un des objectifs d'Israël, enfin du monde occidental, c'est de ne jamais laisser un pays autour d'Israël dans une prospérité. Ils ont fait la même chose avec l'Irak, ils ont détruit l'Irak, ils ont détruit la Syrie, l'Égypte, l'Algérie. Donc ce sont les grands pays arabes qui peuvent être menaçants pour le monde occidental et leur enfant qui est Israël. Exception le Maroc, mais qui est plus éloigné, qui est sauvé par le fait qu'il est géographiquement un peu plus loin. Le Maroc, pour plusieurs raisons. Le Maroc, il est totalement inféodé au sionisme. Donc, il ne pose absolument aucun danger pour Israël. C'est pas uniquement l'aspect géographique, mais c'est la relation particulière entre le roi de Maroc, la famille royale de Maroc, et l'État d'Israël et l'Occident d'une manière générale. Donc voilà, on arrive en 2011. En 2011, moi j'étais à Paris et j'ai appris que la guerre s'est éclatée. J'ai décidé immédiatement de rentrer en Syrie. Je me suis dit, si je suis en phase avec mes convictions, je suis un patriote, j'adore ma culture, j'adore mon peuple, j'adore la Syrie, c'est là-bas que je dois être. Et j'étais absolument sûr qu'il n'y a rien à gratter, non, on dit comme ça? Oui, rien à gratter. De la France. Oui. Parce que le leader de la France, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit les ministres, que ce soit le Sénat, ils sont absolument pas libres, ni de leurs paroles, ni de leurs actes. Et donc, je suis rentré en Syrie et j'ai vécu de 2011 jusqu'à 2024. Pendant 14 ans, j'étais jour-nuit en mouvement là-bas avec les Syriens. J'ai vu l'horreur de la guerre. Vraiment. J'ai vu qu'est-ce que c'est vivre dans un pays détruite pour de vrai, par des bombes, par des canons, par des tirs de missiles, un pays sous embargo total, où il n'y a plus rien sur le marché. On vivait avec des fois une demi-heure par jour d'électricité. Les enfants, ils avaient tous de mal aux yeux et ils faisaient leurs devoirs avec le lampe de bougie. 14 ans, j'ai écrit, comme tu l'as signalé tout à l'heure, 8 livres, entre écrire et traduire. En fait, j'ai traduit tous les livres écrits par des Français sur cette guerre. Et je me rappelle, la première livre, c'était la tragédie syrienne d'un jeune qui s'appelait Frédéric Pichon. Et donc, ce livre, elle était absolument, pratiquement lu par la plupart des Syriens. Parce que elle décrit exactement comment le monde occidental, il s'est engéré dans les affaires de la Syrie. On a inventé cette 5e génération de guerre, on l'a appelé le printemps arabe. C'est inutile que je parle de ça maintenant, parce que tout le monde le connaît, ça y est, ça devient maintenant une information banale. Admise. Absolument. Donc, ce printemps arabe, moi je le qualifie tout de suite dans un livre, l'enfer arabe. C'était une supercherie? Absolument. Donc, c'est l'enfer arabe. Et en fait,
ils ont utilisé ce qu'on appelle la guerre douce. Ils ont utilisé l'arme la plus destructeur, c'est le conflit confessionnel. Comme ça a été en Europe pendant la guerre des catholiques et des protestants, ils ont été voir des musulmans sunnites très influents. On leur a donné énormément d'argent. On leur a promis le pouvoir. On leur a dit, ça se fait pas que vous êtes la majorité en Syrie et vous êtes gouverné par un président alawite. Moi-même, je me rappelle quand j'ai décidé de partir en Syrie, j'ai rencontré un Français qui s'appelle Gérard Degeorges. J'espère qu'il écoutera cette interview. Parce que j'ai envie qu'elle pleure pour les bêtises qu'il a fait, pour la bêtise qu'il m'a dit. Gérard Degeorges, à l'époque de président Bachar al-Assad, il passait son temps en Syrie. Quand il est arrivé en Syrie, tout de suite, il était accueilli à l'aéroport comme un VIP. On mettait un avion, un hélicoptère à sa disposition pour qu'il sillonne la Syrie pour faire des livres. Parce qu'il était soi-disant un archéologue. Il a écrit, je ne sais pas, 4 ou 5 livres de luxe financés par l'État syrien. Vraiment. Et quand il m'a vu, je lui dis que je pars en Syrie parce que je ne suis pas d'accord avec le printemps arabe, il m'a dit, Adnan, les Alaouites, ils gouvernent en Syrie depuis 50 ans. Nous avons décidé maintenant de rendre le pouvoir aux sunnites. Alors, pourquoi tu te mêles? Gérard Degeorges, français de 14e arrondissement, Bobo, pourquoi tu te mêles, toi, des affaires syriennes? Tu vois? Donc, et ce qu'il a dit, Gérard Degeorges, ça traduit véritablement la pensée de l'État profond en France. Et tous les comparses, ministres, députés, sénateurs, répétaient exactement la même chose. C'est soit de l'ignorance, soit de la corruption. Les deux à la fois. Absolument. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces hommes d'influence sunnite? Ils ont donné de l'ordre à l'air des cibles. 3 millions de Syriens sunnites. Ils étaient tous membres de partis basses en Syrie. Ils étaient tous dans l'armée syrienne. Ils étaient tous dans l'administration syrienne. Ils répétaient jour et nuit, Allah et Bachar al-Assad, c'est égal. Vive Bachar al-Assad. Ils répétaient jour et nuit. Dans ce temps-là, moi j'étais opposant à Bachar al-Assad ici à Paris. Donc c'est eux qui profitaient pleinement du pouvoir de Bachar al-Assad. Mais comme ils ont reçu de l'ordre de leurs grands frères sunnites qui ont énormément d'influence, mais surtout énormément d'argent, les États-Unis, ils ont donné des milliards et des milliards par le financier qui est le Qatar. Le Qatar qui finance tous les clubs sportifs à Paris. Le Hamas aussi. Et le Hamas, à la limite, c'est justifiable. Je ne veux pas perdre le Nord. Non. Donc, mais Qatar a financé toute la guerre en Syrie. Il n'y a pas longtemps, le prince, l'émir de Qatar, l'ancien là, il était interviewé, il a dit, nous avons dépensé 80 milliards de dollars pour faire descendre Bachar al-Assad. Voilà. Donc pendant 14 ans, et eux, ils voulaient pas tuer Bachar al-Assad. Ils voulaient juste le garder comme un bobby au pouvoir, mais ils voulaient détruire la Syrie. C'est la même chose avec Saddam Hussein, c'est la même chose avec Kadhafi. Eux, c'est pas un homme qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est que le pays devient un État faible, un État chaos, catastrophe, Nakba. Et c'est comme l'idée de faire durer une guerre sans fin. Exactement. Le but n'est pas de gagner la guerre, mais d'en faire une machine à cash. Exactement. Et on a tous vu, le 8 décembre 2024, quand ils ont décidé
d'en finir avec Bachar al-Assad, ça a duré 3-4 heures. Toute une question de volonté politique. Voilà, absolument. Et ça va très vite. Absolument. Quand on entendait l'expression Bachar, le boucher de Damas, vous êtes d'accord avec cette expression? Le boucher de Damas, c'est George Bush, c'est Donald Trump, c'est Laurent Fabius, c'est François Hollande, Obama, c'est Netanyahou, c'est tout le boucher de Damas. Bachar al-Assad, ce n'est qu'un instrument. Absolument. Donc, non. Voilà, si tu veux, une idée très vite, très rapide de la Syrie. Comment la Syrie a vécu depuis 2500 ans avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. On peut dire aux auditeurs de relire ou de lire Le Prince de Machiavel, où il y a toutes ces méthodes de diviser pour mieux régner. Absolument, mais je conseille à tout le monde bien sûr de lire mon livre, Quand l'arabe. Absolument, absolument. On peut le trouver sur Amazon, et donc il y a énormément d'informations. J'ai mis beaucoup de temps pour l'écrire, donc je suis sûr qu'ils peuvent apprendre. Celui qui a envie de connaître le monde oriental, il apprendra énormément de choses quand on lit ce livre, Quand l'arabe s'éveillera, ou l'autre livre que j'ai écrit il n'y a pas très longtemps, qui est murmuré à l'oreille de Poutine. Exactement. 300 jours à cheval, à travers la Syrie, la Jordanie, l'Irak, l'Iran, l'Azerbaïdjan et la Fédération de Russie. Exactement. Donc si vous voulez, toutes ces informations que j'ai citées comme ça rapidement en quelques minutes sont le tissu de l'histoire de la Syrie. Avant d'en arriver à Al-Joulani, je le prononce à la française. Exactement, c'est Al-Joulani, non, c'est comme ça. Hein. Absolument. D'accord. Est-ce que vous pourriez rappeler aux auditeurs quand même, parce que évidemment le monde arabe est assez méconnu ou dans les médias occidentaux finalement peut-être pas très bien représenté. On peut le dire comme ça. Bien sûr. Rappelez à quel point, un peu comme en Iran, finalement, vous avez des esprits, des cerveaux brillants en Syrie. L'éducation, etc. Il y a des compétences et des cerveaux. Les Syriens, on n'a même pas besoin de les justifier ni de le prouver. C'est si on va dans n'importe quel hôpital à Paris, il y a des dizaines de médecins syriens. C'est absolument, ils sont partout. Des grands médecins dans toute la France. Au fond des villages, en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie. Les Syriens, les Phéniciens, c'est eux qui ont inventé la musique. Ils ont inventé le savon. Pendant que les Européens, ils étaient encore dans les forêts. Quand je mettais du parfum chez Louis XIV pour cacher les mauvaises odeurs. Enfin, toi tu peux le dire, mais moi je veux pas être méchant. Voilà. Il vaut mieux sourire pas. Bien sûr, absolument. Donc la Syrie, les Syriens, c'est un peuple raffiné, méditerranéen. Les Syriens sont, en fait, aujourd'hui, quand on regarde dans le visage d'un Syrien, il y a un petit peu de Perse, il y a un peu de Grec, il y a un peu de Romain, il y a un peu de Français. Il y a un peu des Arabes du Sud, de Yémen et de l'Arabie Saoudite. Donc, un Syrien, il a réussi à digérer. Je ne sais pas si je peux trouver un mot plus raffiné que digérer. C'est, tu vois, absorber. C'est vraiment, il a pris la combinaison de toutes les cultures. C'est, un Syrien, c'est quelque chose. Je me rappelle, en 1982, quand je suis arrivé à cheval à Paris, un professeur d'histoire à la Sorbonne, il m'a dit quand les Syriens se sont endormis, le monde a respiré. Ils étaient là, ils étaient partout, ils étaient le maître de la mer Méditerranée. Mais bon, c'est comme tout dans la vie, il y a un moment où on grandit, puis il y a un moment où on chute. C'est comme aujourd'hui la France aujourd'hui n'est pas comme la France à l'époque de François Ier. Donc voilà, c'est né de Louis XIV. C'est cyclique. Voilà, absolument. Vous avez des ingénieurs aussi. Ah oui, bien entendu, bien sûr. Des grands littéraires. Des littéraires, des musiques, bien sûr. Vous parlez un arabe particulier ou... Non, c'est l'arabe classique. C'est absolument. En fait, si je résume en 2 mots, un Syrien,
il cultive la terre, il fabrique, il écrit, il joue la musique. Un Syrien, il vit pleinement. Et il est raffiné. Le Syrien, c'est quelqu'un qui, comme la mer Méditerranée, il est magnifique, il est bon, mais il y a des moments où il est fâché, il y a des moments où il est faible, il y a des moments. Aujourd'hui, c'est pas du tout notre heure. Il a du tempérament, le Syrien? Bien sûr, absolument. Mais il peut être un diplomate. Mhm. Ouais. Est-ce qu'il a des points communs avec le Gazaoui? Bah, si tu veux, les Palestiniens, les Libanais, les Syriens, les Jordaniens, c'est un seul peuple. Nous sommes tous cousins germains. Absolument. Nous sommes de cousins germains. Il n'y a pas une seule famille en Syrie qui n'a pas des frères et des sœurs au Liban, en Jordanie et en Palestine. Mais ça, cette division, elle est dans la tête des Occidentaux qu'ils ont tellement fait pour nous diviser. Et jusqu'à maintenant, malheureusement, ils sont en train de réussir. Pour mieux régner. Pour mieux régner, absolument. En parlant de régner, on en arrive à Al-Joulani. Qui est cet homme? D'où sort-il? Et comment est-il posé là? Alors, en 2011, quand ils ont vraiment réussi à faire fuir 3000 Syriens vers le Liban, la Jordanie, la Turquie, l'Europe et l'Amérique. Parmi ces 3 millions, on a repéré, enfin la France et la Grande-Bretagne et les États-Unis et Israël, ils ont repéré ce qu'on appelle l'opposition politique. Il y avait des hommes politiques à Paris, à Londres, à Washington. En Turquie, ils ont commencé à organiser, soi-disant, la chute de Bachar al-Assad. Ils ont fait en forme d'un gouvernement en exil. Mm-hmm. Et puis, ils ont commencé à arriver, ces hommes, à faire chuter Bachar al-Assad pour le remplacer dans le pouvoir. Ils ne savaient pas qu'ils étaient complètement manipulés par l'Occident, que l'Occident, il voulait absolument pas leur donner le pouvoir, il ne fait que les miroiter comme des girouettes, juste pour qu'ils puissent rendre la Syrie totalement par terre. La Turquie a volé toutes les usines de l'industrie qui se trouvent dans le nord de la Syrie, à Alep. Tous les industriels de Damas, ils sont partis en Égypte. Ils ont vidé la Syrie de tous ses médecins. 1,5 million de Syriens, ils sont partis en Allemagne. Absolument. Aujourd'hui, vous allez en Allemagne, il y a des villes pratiquement majoritairement syriennes. Et la Russie dans tout ça? Et la Russie, elle était là pour profiter, juste pour profiter, et puis regarder, ne s'intéresser qu'uniquement quand ça leur rend service. Ils avaient des liens avec Bachar? Et ils avaient des liens avec Bachar, mais pas avec le peuple syrien, malheureusement. Quand les gens ils vont m'entendre dire ça, ils vont me fusiller. Mais moi, je dis la vérité. Et donc l'opposition syrienne, pour que je termine, elle était partout en Europe, et aux États-Unis, et au Qatar, en Arabie Saoudite, et en Turquie. Et puis, ils pensaient toujours qu'ils allaient rentrer en Syrie pour prendre le pouvoir. Parmi ces opposants, il y avait une fraction qu'on appelle Al-Nusra, le Front d'Al-Nusra. Mais elle était totalement minoritaire, c'est-à-dire non représentatif. C'était le bras armé de l'opposition syrienne. Et puis, à la surprise générale du monde entier, le 8 décembre, quand on a mis Bachar al-Assad dans un avion, on l'a envoyé à Moscou, qui on amène à Damas pour prendre le pouvoir? C'est pas l'opposition, c'est pas le gouvernement en exil, c'est cet homme qui était barbu, avec un turban sur la tête, qui a commis des attentats même à Paris, qui a commis des attentats à Bagdad, et c'est lui qu'on a décoré, taillé sa barbe, lui acheté un costume et une cravate, et l'amener au palais présidentiel à Damas.
Donc voilà l'histoire de Joulani. Le Joulani, depuis qu'il était en prison à Bagdad, ce sont les Américains, les services de renseignement américains qui l'ont coopté, qui l'ont enseigné, qui l'ont vraiment coaché. C'est le mot exact qu'on doit vraiment coacher, comment il devient un jour le président de la Syrie. Et ils ont fait ça dans un silence radio. Personne au monde n'était au courant, en dehors des Américains et peut-être Netanyahou. Et après, plus tard, les Turcs, parce que c'est eux qui ont exécuté cette pièce de théâtre. Voilà. Donc Al-Joulani, c'est d'après l'identité officielle, c'est un Syrien de Damas, mais originaire du sud de la Syrie, de la région de Knetra à la frontière avec la Palestine, enfin Israël. Le physique de Al-Joulani ressemble comme une goutte d'eau à Tudor Herzl. Quand on regarde les deux hommes, ils se ressemblent absolument à 100%. Beaucoup de gens ils m'ont appelé pour me dire est-ce que vraiment Al-Joulani est un Syrien ou il est juif implanté en Syrie. Moi, je n'allais pas jusque-là parce que, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, les Syriens, ils étaient juifs, après ils sont devenus chrétiens, après ils sont devenus musulmans. Je veux dire, les Syriens sont des Arabes qui ont vu naître parmi eux les trois religions. On ne parle pas des Juifs de l'Europe de l'Est qui sont devenus juifs beaucoup plus tard. On parle des Juifs arabes que je connais énormément. Il y a tout un quartier à Damas et à Alep des Juifs qui vivaient, qui parlaient arabe comme tout le monde. Moi, j'avais des copains juifs à la faculté de droit à Damas. Je les ai jamais entendus parler l'hébreu. Ils parlaient l'arabe avec nous. Vous êtes des sémites? Oui, absolument. Donc Al-Joulani, peut-être, il a le lien de sang avec Tudor Herzl, donc c'est pas pour moi. Ça ne me surprend absolument pas. Ce qui me surprend, c'est l'Occident qui a choisi le fraction la plus meurtrie, la plus criminelle, pour le mettre, pour le donner ce rôle, c'est-à-dire ceux qu'ils n'ont pas réussi à tuer par l'embargo pendant 14 ans, ils ont voulu le tuer physiquement par le Joulani. Et la preuve, et c'est ça peut-être la chose la plus importante que je vais dire dans cette partie, quand le Joulani a pris le pouvoir le 8 décembre 2024, il a fait une annonce en disant « j'arrive avec la paix, etc. » Il a demandé aux Syriens de rendre leurs armes. Et surtout aux Alaouites, parce qu'ils étaient au pouvoir, soi-disant. Depuis le premier jour, elle a licencié l'armée syrienne, totalement, toute l'armée, la police, les fonctionnaires, 1 200 000 Syriens licenciés. Un jour au lendemain, ils avaient plus de source de vie. Tous les Alaouites, on lui a rendu leurs armes. Mais, en parallèle, les hommes de Al-Joulani, c'est-à-dire ils ont partagé le rôle. Il leur a dit, moi j'ai dit des choses pacifiques, et vous le traduisez avec la tuerie. Vous voyez, il a pris le parti la plus soi-disant acceptable de l'affaire, et ces hommes, ils ont complètement fait le contraire de ce qu'il dit. C'est un double jeu. C'est un double jeu, absolument. 24 heures après leur prise de pouvoir, ils ont brûlé le mausolée de symbole de la religion alaouite à Alep, qui est très sacré pour les Alaouites. Ils l'ont carrément brûlé. Donc c'est une succession de provocations. Absolument. C'est un début de provocation. Et puis son armée fonce de Alep à Damas, de Damas vers la côte, vers l'attaquer, vers la région des Alaouites. Et là-bas, il a commis le massacre la plus affreuse, la plus atroce, la plus minable.
Les soldats de Joulani, ils mettaient leurs chaussures sur le cou des Alaouites et leur demandent de faire l'appouement de chien. Et ça, l'humiliation. Ça, c'est des milliers de personnes, des millions et des millions l'ont vu à la télévision, sur l'écran, sur YouTube, sur Facebook, tout ça. Après, elle a pris des femmes. Jusqu'aujourd'hui, à la seconde où je te parle, il y a à peu près 50 femmes qui sont encore kidnappées, qui sont utilisées pour le djihad sexuel. C'est un truc minable. J'ai pas entendu une seule femme en France, malheureusement, parler de ça. Les soi-disant, les défenseurs de droits de femmes. Quand ça les arrange, c'est tout. Et puis, quand il a fini avec les Alaouites, il est venu pour faire des tueries à Damas même. Il y a 2 quartiers druzes, Jaramana et Sahnaya. Il a fait des massacres dans les 2 villages, dans les 2 quartiers de Damas. Puis après, il a commencé à détruire des églises. Le monde entier a vu une église à côté de Damas, c'est-à-dire à la frontière de Damas, Mar Elias, comment 2 kamikazes, 2 terroristes, ils sont rentrés à l'intérieur de l'église et ils ont fait exploser une ceinture explosive. Donc, c'est un véritable boucher, Joulani. Un véritable terroriste assoiffé de sang et de feu. Quand elle a fini avec tout ça, elle a décidé d'aller vers notre région, la région druze. Alors, la région druze, pour les gens qui veulent regarder vraiment, qui veulent suivre ce qu'on est en train de dire, quand on est à Damas, et on va aller vers le sud, à partir de Damas, on fait 40 km en voiture vers le sud, on arrive dans la région administrative de Soïda. Soïda, de nord au sud, il fait à peine 100 km. Donc c'est comme une petite ville de Nantes ou de, je ne sais pas, une ville de 400 000 habitants en France. Voilà, et une petite ville en tout cas, c'est toute la région. Il y a la ville de Soïda et 132 villages qui entourent Soïda. Le 14 juillet, la fête nationale en France, et ben voilà, il a décidé d'envoyer son armée, des milliers d'hommes, avec des chars, avec des drones kamikazes, qu'il les a eus par son ami Erdogan, le grand manipulateur, le grand criminel, le grand boucher, et il a envahi la région de Soïda. Pendant 4 jours, jour et nuit, la machine de mort frappe les habitants de Soïda, frappe les villages de Soïda, frappe les maisons de Soïda. Pour un peuple de 400 000 habitants, 7 000 hommes et femmes, enfants tués ou blessés. C'est comme si on dit en France 1,5 million de morts par rapport au proportionnel de nombre d'habitants. 40 villages sur 132 villages, ils sont totalement brûlés. Moi, ici à Paris, à Porte de Saint-Cloud, à partir de chez moi, je regarde ma maison dans mon village, dans le feu. Quelques heures plus tard, je regarde mon appartement dans la ville de Soïda, cet appartement qui ressemblait à un musée, dans lequel j'ai mis tout ce que j'ai pu apprendre à travers le monde, de l'Amérique, de l'Europe, de l'Orient, de la Russie, 2600 documents historiques, tous mes photos, tous mes films, documentaires, mais vraiment un véritable musée. Ils ont tout volé et en partant, ils ont donné le feu avec de l'essence et de gasoil. Même le carrelage, j'ai vu le film, ils ont filmé mon appartement, même le carrelage sur le sol, il a été explosé avec la puissance de feu. Je ne sais pas si le Mongol ou le Tatar ou je ne sais pas quelle armée qui a fait, je veux dire,
autant de génocides, et malgré ça, malheureusement, le président Macron reçoit ce criminel à l'Élysée. Et les médias en France racontent de mensonges et ne tuent une deuxième fois par le mensonge. Une guerre planétaire orchestrée par Trump et Netanyahou et Erdogan, et je pense M. Macron au courant de tout ça. Je ne peux pas croire le contraire. Sous les silences de la Russie et de la Chine, du monde entier, tout un petit peuple en nombre en train de mourir sous leurs yeux. Et les médias en France, ils disent que c'est une bagarre entre les Druzes, c'est-à-dire nous, et les Bédouins qui habitent avec nous. Un mensonge absolument minable, médiocre. Je ne sais pas comment un journaliste français qui se prétend être un intellectuel, un cultivé, je m'excuse si je dis un faux cul, raconte de mensonges, comme Georges Malbruno, comme tous ces journalistes qui prétendent être experts de l'Orient. Experts de l'Orient, ils savent même pas prononcer mon nom. Ça fait 40 ans que je suis en France. La plupart des Français, ils me disent Monsieur Adnan, c'est comme des tarés mentaux. Pourtant, c'est pas le plus compliqué. Comme des tarés mentaux. Ils vivent pendant des mois et des années en monde arabe, dans le monde arabe, ils savent pas dire un mot en arabe. Et moi, quand je fais une erreur de conjugaison en langue française, il faut qu'il apprenne à parler le français d'abord. Juge toi-même d'abord, juge ton servitude pour les forces étrangères qui colonisent la France. Ces gens-là qui ont essayé plusieurs fois de assassiner le général de Gaulle parce qu'il a parlé uniquement de l'indépendance de la France. Donc voilà ce que je peux dire pour le 2011 et pour le 8 décembre 2024. Pour Jolani, nous sommes une fois de plus. Sykes-Picot, il a divisé le monde arabe. Sykes-Picot, pour les ignorants français, ce sont deux ministres. Sykes, c'est un ministre des Affaires étrangères britannique. Les fameux accords. Absolument. Et Bicot, si je le prononce bien, prononce-le bien toi s'il te plaît. Comment on dit Bicot? Sykes-Picot. Voilà. Donc, c'est le ministre des Affaires étrangères français qui ont pris un ciseau et coupé le monde arabe entre la France et la Grande-Bretagne. Et aujourd'hui, on est en train de couper la Syrie même. Dans quelques jours, on va voir un État druze, un État sunnite, un État alawite, un État kurde. Et puis après, l'État druze, on va le couper en deux, et l'État alawite en trois, et l'État kurde en cinq. Et comme ça, M. Netanyahou, et M. Trump, et M. Erdogan, et M. Poutine, et tous ces hommes-là, ils peuvent profiter du pétrole syrien, du gaz syrien, des métaux, comment dirais-je, précieux. Absolument précieux en Syrie. Voilà, c'était le mot que j'ai pas trouvé. Voilà. Ça donne des frontières en plus qui ne respectent pas les tracés naturels. Exactement, voilà. Exactement. Vous êtes aussi attaqué par Israël? Mais Israël, c'est normal, il profite. Israël, il est là pour profiter des faiblesses, du monde arabe. S'il n'y avait pas Jolani, Israël n'aura pas le Golan n'aura pas l'occasion de rentrer en Syrie. En fait, on a planté Israël là exprès pour, à chaque fois qu'il y a une petite faiblesse à l'intérieur du monde arabe, il pénètre à l'intérieur. Et le jour où les Arabes se réveilleront, je ne sais pas quand, et le jour où les Arabes commencent à être grands, le jour où les Arabes oublient que la religion n'est pas faite pour gouverner, le jour où ils peuvent mettre la religion de côté et faire de la politique, véritablement, là, il y aura peut-être une chance pour que le monde arabe retrouve son unité. Mais je peux te dire que les Américains et d'une manière, les Anglo-Saxons et les sunnistes, ils sont prêts à faire 1000 guerres pour maintenir le monde arabe dans cet état lamentable dans lequel il est actuellement.
Vous regardez aussi ce qui se passe à Gaza, Oui. et le monde arabe n'intervient pas trop. Alors, ça c'est aussi une autre comédie mortelle. Quand cette offensive, le 14 juillet, commençait contre le peuple druze, tous les tribus arabes, tous les musulmans sunnites de la terre, c'est-à-dire 1,8 milliard, ils ont commencé à pleurer. Les bédouins sunnites à Souaïda, ils sont attaqués par le druze. Or, Gaza, la Palestine, les Palestiniens, ça fait 24 mois qu'ils reçoivent des tonnes de bombes sur leur tête. Il n'y a pas un salopard arabe qui a crié. Je ne parle pas du peuple, hein, je parle du gouverneur. Le peuple arabe, il a descendu dans la rue, il a manifesté, mais pas assez. Pas assez non plus. Mais je parle du gouverneur arabe. Et il n'y a pas un seul qui a dit « Ah là là, les Palestiniens, ils sont attaqués ». Et j'allais même beaucoup plus loin que ça. C'est les Arabes qui financent cette guerre contre les Gazaouis. C'est les billets arabes du Golfe qui donnent de l'argent à Israël pour qu'ils tuent les Palestiniens. Et ça, je suis absolument sûr. L'objectif étant... Parce que si les Gazaouis gagnent cette guerre, leur trône va tomber. Le trône arabe, ils vont tomber. Parce que les Arabes, on attend un triomphe pour qu'on se met en état de marche. Si les Palestiniens gagnent, si la résistance au Liban gagne, si les Yéménites gagnent, tous ces présidents fantômes, corrompus, installés par les Américains et les sionistes, ils vont tomber. Et c'est pour ça, j'espère qu'ils vont gagner, qu'ils vont résister, et que tous ces présidents, princes, rois, fantômes tomberont, et enfin le peuple soit maître de son destin. Oui, tout à coup, ça explique mieux et ça éclaire cette question qu'on se pose tous. Pourquoi Bien sûr. Sinon, les dirigeants arabes ne font rien. On n'a jamais voulu expliquer ça en France. Ben oui, c'est une bonne raison. Et puis, les gens comme moi, ils n'auront jamais le micro, ils seront jamais invités dans les médias subventionnés, absolument. Mais on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais ça, c'est l'explication absolument parfaite. Ça fait 50 ans que je fais de la politique. Et ça fait 50 ans que je suis ça 24 heures sur 24. Donc je connais par cœur de quoi je suis en train de parler et où on va aller avec cette politique de chaos que le monde anglo-saxon mène contre le monde arabe, contre le peuple arabe. En plus, ce que vous dites n'est pas si ahurissant, puisque ça, c'est un classique. Ça a été la même chose dans des pays d'Afrique. Bien sûr. Où on a maintenu des pays d'Afrique. Bien entendu. Absolument. Des hommes corrompus. Bien sûr. C'est facile, absolument. Donc ça n'a rien de nouveau, en fait. Non, mais il faut juste le répéter. Il faut le répéter. C'est-à-dire, il faut pas, si on le dit aujourd'hui, il faut pas que demain on dit non, on l'a dit. Non, il faut le répéter tous les jours pour que ça rentre complètement dans la tête des gens. Mm-hmm. J'avais une question aussi, je voulais revenir sur le rôle de la Russie, qui est un géant du monde, multipolaire. J'ai toujours entendu dire que la Russie, elle avait beaucoup d'intérêt dans la ville portuaire de Tartous, qui est pour elle un port clé. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? J'étais parmi la plus proche de la Russie, et surtout j'ai fait un voyage à cheval de Damas à Moscou pour remercier la Russie d'être venir nous aider en 2015 contre les terroristes. Vous avez rencontré Piotr Tolstoï, je crois. J'ai rencontré beaucoup de monde là-bas et j'ai failli rencontrer Poutine, mais il y avait des combines qui a joué contre moi pour m'empêcher de rencontrer Poutine. Donc la position de la Russie, elle était absolument géniale en 2015 quand ils sont venus pour combattre les terroristes et le monde occidental en Syrie. Mais finalement, la Russie a fait un travail juste ce qu'on appelle, je ne sais pas comment je vais les qualifier pour dire exactement la vérité, service commandé, service, c'était juste, c'est comme si on passe une commande, on ne dépasse pas la commande.
C'est-à-dire la Russie, elle avait le cul, pardonnez-moi, entre Israël, qui veut pas mettre à dos, et l'Iran. Elle a besoin de l'Iran. Et elle peut rien faire contre Netanyahou. Parce que Poutine et Netanyahou sont des copains. Et donc, c'est très difficile. Quand on a le cul entre deux chaises, eh ben, c'est très difficile de gérer. La Russie, ils avaient le main sur toute l'administration syrienne. Ils pouvaient absolument tout dire. Aujourd'hui, ils disent que l'armée syrienne n'a pas fait la guerre, nous on n'est pas là pour faire la guerre à la place de l'armée syrienne. Pourquoi ils l'ont pas dit publiquement avant la chute de Bachar? Pourquoi ils n'ont pas fait un communiqué en disant que l'armée syrienne elle est nulle et elle est complètement corrompue? Pourquoi ils recevaient Bachar al-Assad et sa femme tout le temps, comme si c'était des amis le plus proches? Nous, le peuple, on pensait qu'ils étaient absolument amis. Mais quand l'intérêt de la Russie a voulu que ce soit neutre, eh ben, Poutine, il a décidé de livrer Bachar al-Assad. Donc, aujourd'hui, leur base, elle est toujours là, parce que Bachar al-Assad leur a donné énormément de terres, de bords maritimes et tout ça. Donc, aujourd'hui, ils sont toujours là. Mais ils essayent un petit peu de tisser des relations avec le nouveau pouvoir pour qu'elles restent là. Comment ça va être le jeu d'échecs dans les jours à venir? Moi, je suis persuadé qu'un jour ou l'autre, ils vont demander à la Russie de partir parce que Donald Trump, qui a voulu mettre à Poutine dans la poche en disant « nous sommes copains », je vais trouver une solution à la guerre en Ukraine. On voit aujourd'hui, ça fait 7 mois qu'il est au pouvoir, qu'il n'y avait pas ni de solution, ni la paix en Ukraine. Donc je pense que M. Poutine elle a cru aux promesses de Trump, mais Trump c'est un menteur né, un comédien, et donc il n'a pas de parole. Je voulais vous demander, ça veut dire quoi, Druze? On aimerait bien savoir l'histoire de ce peuple et ce que ça signifie. Alors, le Druze, ce sont des Arabes, purs et durs, de Yémen, de toute cette région-là du monde. Quand l'islam est arrivé, ils ont rejoint l'islam comme tout le monde. Ils étaient probablement chrétiens d'abord, ou juifs, ou comme tous ces peuples de monde. Et puis après, ils sont venus avec les armées arabes de péninsule Arabie vers la Syrie et le Liban. Et puis après, ils ont créé l'État fatimide en Égypte. Et c'est là, ça fait 1000 ans exactement, l'islam il est arrivé il y a 1400 ans. Donc l'État fatimide, c'était 400 ans après l'arrivée de l'islam, au Caire, en Égypte. Cet État, il a commencé à prendre un petit peu de distance avec l'islam classique. Il est devenu un peu mystique. Il était très influencé par la philosophie grecque, par la philosophie indienne, par la réincarnation, la métempsychose, etc., etc. Donc, et l'État fatimide, c'est l'État absolument de science, de la philosophie. C'était quelque chose d'extraordinaire. Loin de, c'est comme quand on dit catholique classique et une branche de chrétienté qui est très philosophique. Et il y en a. Donc le Druze, ils sont venus de là, de l'État fatimide. Le mot Druze, ça n'a rien à voir avec la croyance. C'est un homme en fait qui était à la tête de cette conviction et qui a donné son nom au Druze. C'est absolument rien à voir. Sinon, le vrai nom de Druze, c'est l'unificateur de Dieu. En fait, le Druze, ils disent qu'il y a un seul Dieu et ils croient réellement à la réincarnation, ils croient réellement à l'esprit, à l'âme de l'homme. Donc,
je suis pas un homme religieux, donc je vais pas raconter n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est un véritable, c'est une croyance non prosélytiste. On fait pas de prosélytisme. Donc c'est un peuple très mystique, très croyant, mais croyant avec la pudeur, avec l'intériorité, absolument. Et c'est pour ça, vivre avec de Druzes, c'est vivre avec la paix. Donc voilà. Et Giuliani a trouvé le moyen de venir les massacrer. Vous êtes très inquiet actuellement pour votre ville. Je suis inquiet pour ma région. Je suis inquiet pour toute la région de Soïda. Ça fait depuis le 14 juillet, on n'a pas d'eau parce que Giuliani il a coupé. En fait, la région de Soïda, c'est une région où on n'a pas d'aéroport, on n'a pas de route, on n'a pas de mer, on n'a pas. La seule route qui nous lie à la planète, c'est une route qui part de Damas jusqu'à Soïda, 100 kilomètres. Et là, depuis le 14 juillet, cette route elle est coupée. Pas d'essence. Pas d'eau dans les maisons parce qu'ils ont détruit beaucoup de puits d'eau en fait. Ils ont même failli mettre de poison dans l'eau. On a des enregistrements de leaders de Giuliani et ils parlent entre eux, il faut mettre le poison dans l'eau. C'est-à-dire vraiment c'est quelque chose, c'est une appétit de mort qui n'existe nulle part ailleurs. Si on écoute aujourd'hui, il y a en Syrie presque 1000 imams de mosquées qui appellent à la haine, qui appellent à tuer les Alaouites, les chrétiens, les Druzes, les Kurdes. Et monsieur Macron reçoit ce monsieur à l'Élysée. Ça, je ne sais pas. Ça fait absolument aucune explication. Impossible de le comprendre. Voilà. Est-ce qu'il y a un espoir quand même de sortir de cette situation? Vous voyez des issues possibles? Aujourd'hui, les belligérants, c'est comme des hyènes. Le hyène, en fait, c'est l'animal la plus affreux, la plus... Voilà, péjoratif. C'est ni de tigre, ni de lion, ni de loup, ni de chien. C'est vraiment comme des hyènes autour de cadavres. Et ils sont en train de voir comment on va partager la Syrie. Entre Erdogan et les autres, mais surtout Erdogan qui voulait absolument mettre la main sur la Syrie et Netanyahou qui va agrandir Israël pour arriver jusqu'à l'Euphrate en Irak et le Nil en Égypte. En fait, il va créer son empire comme il l'a écrit dans son premier livre il y a très longtemps, où il s'est qualifié comme le roi David ou le roi Salomon. En fait, l'objectif de M. Netanyahou, c'est de créer cet accord hébraïque pour transformer tous ces États en fait en entité confessionnelle qui va les appeler les États-Unis hébraïques. C'est-à-dire, il n'y a plus rien qui s'appellera la Syrie, ni le Liban, ni la Palestine, ni la Jordanie. Ça sera un État confessionnel druze, un État confessionnel sunnite, un État confessionnel chrétien, et le tous ensemble liés à l'État juif. Et leur nom commercial, c'est comme Coca-Cola, c'est comme McDonald's, c'est l'États-Unis hébraïque. Ce sera l'autre nom du Grand Israël. Voilà. Est-ce que le monde arabe va laisser faire ça? Pour l'instant, tant qu'on a des hommes au pouvoir castrés, comme... Des traîtres? Ah oui, absolument. Moi, je pense traître, c'est pas assez pour eux. Vraiment. Traître, c'est pas assez. C'est des nains. C'est des nains. Pour conclure, vous avez un message à adresser au monde arabe qui est dans votre cœur? J'espère que les jeunes,
les jeunes dans le monde arabe se réveillent, mais surtout les jeunes en France, vraiment, qui puissent en finir avec cette mentalité colonialiste, qui pensent à créer un monde. C'est très naïf ce que je suis en train de dire, mais je ne peux qu'être comme ça, moi. Mais surtout, ce qu'on appelle les immigrés, moi je dis pas les immigrés, les Français nouveaux, qui puissent se libérer de la mainmise des frères musulmans, de l'endoctrinement de la religion islamique. L'islam est une religion de paix et d'amour et pas de haine et d'extrémisme. Donc moi je pense que l'espoir viendra de ces jeunes-là en Europe, de ces immigrés soi-disant, de ces Européens nouveaux, qu'eux puissent être sérieux et responsables et pensent à créer un monde digne, noble, pas un monde de haine, de tuerie, comme Joulani est en train de faire maintenant. Ou se libérer, comme dit Jacob Cohen, du complexe du colonisé. Absolument. Absolument. C'est pour ça il faut qu'ils participent à 100% à la vie politique de leur pays respectifs en Europe et en l'occurrence ici en France. Je me rappelle combien c'était quelque chose de extrêmement important et symbolique en 1994 quand j'étais le premier candidat aux élections législatives en France. C'est un bon souvenir. Ah, c'était extraordinaire. Je me rappelle comment j'ai écrit ma profession de foi avec l'aide d'un dictionnaire et avec deux amis vraiment qui m'ont aidé à trouver. D'abord, je mettais le mot en arabe, après on le traduit pour écrire ma profession de foi. Et je me rappelle quand je frappais à la porte, quand je faisais de porte à porte, quand j'ai dit je suis candidat aux élections législatives, les gens, c'était quelque chose. Mais il faut avoir la volonté. Vous avez aimé apprendre le français? J'adorais ça. Et j'espère que je puisse encore apprendre davantage. Donc, voilà. Et surtout, maintenant, je n'ai plus de batterie. Ma maison était détruite. Maintenant, je vais essayer de parler davantage. Je vais développer ma chaîne YouTube. C'est pour ça, les gens qui écoutent, s'ils peuvent adhérer, s'ils peuvent abonner, pardon. Elle s'appelle comment? Adnan Azam, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Et ça me fera très plaisir. Un grand merci à vous, Adnan Azam. Merci à toi, Habibi.